Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de l'actualité guinéenne. Une période, on peut le dire, assez riche en événements ces derniers temps. Oui, bonjour. Effectivement, beaucoup de choses se passent et aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Exactement. On va regarder la transition politique, voir où ça en est concrètement, les grands projets économiques aussi, il y a eu des annonces, et puis bien sûr tout le volet social, culturel, éducatif. Ce qui fait vivre le pays au quotidien, en somme. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment tout ça s'imbrique, comment ça forme un tout. Alors, commençons si vous voulez bien par la politique. La grande nouvelle, c'est cette date pour l'élection présidentielle fixée. Au 28 décembre prochain. Oui, c'est un marqueur important, très attendu dans le calendrier de la transition. Un jalon essentiel. Et au-delà de la date, est-ce que les institutions suivent? Eh ben, on voit que ça se met en place. Par exemple, la Cour suprême, elle a déjà nommé les membres de la commission, Ah oui, celle qui va s'occuper de recevoir et de valider les candidatures. Donc, le processus juridique administratif, il est enclenché, quoi. d'accord. Et sur le plan purement logistique, l'organisation du vote? Ça avance aussi. La DGE, la Direction générale des élections, a commencé à former ses cadres. Logique, il faut préparer le terrain. Voilà. Organiser une présidentielle, c'est une grosse machine, hein. Donc ces formations, c'est clé pour que les agents soient prêts le jour J. Et pendant que, disons, l'administration se prépare, sur le terrain, il y a eu aussi des manifestations. Oui, tout à fait, des mobilisations assez visibles. On en a vu à Dabola, à Matoto, même dans certains quartiers de Conakry. Et que demandaient ces manifestants? C'était des groupes de citoyens qui demandaient assez explicitement que le général Mamadi Doumbouya soit candidat. D'accord. C'est un fait à noter, ça fait partie du paysage politique actuel, ça montre une certaine expression publique. Bien sûr, ça pose la question de la position du chef de l'État, mais en parallèle, au niveau du gouvernement, on sent aussi une volonté de dialoguer. Oui, il y a eu cette rencontre, je trouve intéressante, entre le Premier ministre, Amadou Riba, et ceux qui l'ont précédé au poste. Ah, les anciens premiers ministres. Exactement. L'objectif affiché, c'était le partage d'expériences, renforcer la cohésion nationale, une démarche pour rassembler, on peut penser, dans ce contexte particulier. Consulter les anciens, c'est une pratique intéressante en période de transition. Est-ce que ça peut vraiment apaiser les choses? Difficile de l'affirmer, mais l'intention est là en tout cas. Et pendant ce temps, le CNT, le Conseil national de la transition, continue son travail législatif. Oui, ils sont actifs. Très actif. Ils ont donné leur feu vert récemment pour ratifier plusieurs accords de financement importants, des fonds pour des projets très concrets, hein, on y reviendra, dans l'énergie, la pêche. Donc le CNT débloque des ressources essentielles. C'est ça. Ils ont un rôle clé là-dedans. Et le président de la transition lui-même, il est aussi sur le terrain. Oui, on a vu des visites apparemment inopinées au ministère de l'Enseignement supérieur, à la primature aussi. Ça peut être vu comme une façon de suivre de près l'action du gouvernement. Une implication directe. Et il a aussi présidé la première session du Conseil supérieur de la défense nationale, une instance importante, stratégique. Ça montre un exécutif très présent sur plusieurs fronts. Donc un tableau politique en mouvement, une date fixée, des institutions qui se préparent, des dynamiques sociales, mais cette transition, elle se veut aussi, et peut-être surtout, économique. Absolument. Il y a une volonté claire de donner un nouvel élan. Le Guinée Business Forum qui s'est tenu récemment, présidé par le Premier ministre, Oui, j'ai vu ça. ça illustre bien cette volonté. L'idée, c'est de pousser les réformes, de parler avec le secteur privé, de le considérer comme un vrai partenaire pour la croissance. Et dans cette optique, l'énergie, ça reste le grand défi, non? Ah oui, un sujet majeur, crucial. Et là aussi, des choses avancent concrètement grâce aux ratifications du CNT. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a la phase 2 du PAG, le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. C'est financé par l'IDEA, la Banque mondiale. Et ça concerne quelle zone? Ça vise d'une part l'extension du réseau dans des villes comme Mahmoud, Alaba, Pita, Labé, mais aussi, et c'est peut-être le plus nouveau, l'électrification de 26 localités rurales, Ah, en milieu rural. Comment? via des mini-réseaux hybrides. Mini-réseau hybride, c'est-à-dire? Au lieu d'attendre que le grand réseau arrive, ce qui coûte très cher et prend du temps, on installe des systèmes locaux autonomes, souvent du solaire couplé à un petit générateur d'appoint. Ah d'accord, c'est plus rapide. Beaucoup plus rapide et adapté pour ces zones parfois isolées, dans les préfectures de Farana, Kankan, Kissidougou, Guékédou, en forêt aussi. Pour les gens là-bas, c'est un changement potentiellement énorme au quotidien. Une solution pragmatique en effet.
Et pour les plus grandes villes comme Cancan, Oui, pour Cancan, deuxième ville du pays, un financement a été approuvé pour une centrale thermique de 40 mégawatts. 40 mégawatts, c'est significatif. Oui. Et il y a aussi un autre projet de centrale, au fioul lourd cette fois, le HFO, qui pourrait desservir Cancan et Kouroussa. L'objectif est clair, augmenter la capacité de production pour répondre aux besoins. Indispensable. Mais bon, le projet qui focalise beaucoup l'attention, c'est Simandou, ce projet minier et ferroviaire gigantesque. Où est-ce qu'on en est? Alors Simandou, oui, ça avance, et de manière très visible maintenant. Le chef de l'État a réceptionné personnellement les premiers trains et wagons. Ah oui, les images ont circulé. Oui, pour la CTG, la compagnie du Transguinéen, qui va gérer le chemin de fer, voir le matériel arriver comme ça, c'est un signe très concret que la construction des infrastructures est bien lancée. Et ce train, il ne va pas servir qu'aux minerais, si je comprends bien. Non, c'est aussi un projet de désenclavement pour toutes les régions qu'il va traverser, c'est la promesse en tout cas. Et Simandou, ce n'est pas que l'extraction. Il y a cette volonté de transformer sur place. Exactement, c'est un point sur lequel les autorités insistent beaucoup, valoriser les ressources en Guinée. Et là-dessus, il y a eu une étape importante. Alteo Guinée a présenté son étude de faisabilité bancaire pour son projet de raffinerie d'alumine. Une raffinerie d'alumine, c'est transformer la bauxite directement. Voilà, c'est le résultat de 30 mois de travail très technique, avec beaucoup d'experts. L'idée, c'est de ne plus exporter que la matière brute, mais de produire de l'alumine en Guinée. C'est plus de valeur ajoutée, plus d'emplois industriels. Un enjeu industriel majeur pour le futur. Et en dehors des mines et de l'énergie, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui bougent? Oui, on peut parler de la pêche et de l'aquiculture. Il y a ce projet Guineki qui a été lancé. Guineki. Oui, un projet assez ambitieux financé à hauteur de 128 millions de dollars par l'AFD, l'IDEA, la Bird. L'objectif, c'est de moderniser toute la filière, les ports, la chaîne du froid, aider les pêcheurs. D'ailleurs, les travaux de rénovation du centre frigorifique de Kenyen, à Conakry, ont démarré. C'est essentiel pour conserver le poisson. Et l'agriculture dans tout ça, le pilier traditionnel. Le FODA, le Fonds de développement agricole, a communiqué sur une mobilisation de plus de 16 milliards de francs guinéens pour soutenir différentes actions dans le secteur. Ça montre qu'on essaye de ne pas tout miser uniquement sur les mines. Sur un plan plus global, macroéconomique, il y a eu cette nouvelle notation de la Guinée par Standard & Poor's. Oui, une première historique. La note B+, avec perspective stable. Bon, au-delà de la note elle-même, qui est escalée, mais qui est plutôt encourageante pour un début. C'est déjà quelque chose d'être noté. Exactement. Le simple fait d'être évalué par une grande agence internationale, c'est un pas important. Ça apporte de la visibilité, de la crédibilité sur les marchés financiers. Ça peut aider pour trouver des financements plus tard. Et ces financements, justement, pour les infrastructures, ils arrivent. Les montants annoncés sont importants. On parle de plus de 240 millions de dollars de financement approuvés par décret présidentiel pour différentes infrastructures. Ça montre que les grands projets continuent d'avancer, malgré le contexte. Cette activité économique s'accompagne aussi d'une certaine activité diplomatique, de coopération 1. Oui, on note des mouvements, une mission ministérielle est allée en Turquie pour parler énergie, il y a un projet de partenariat entre la radio rurale de Guinée et le RTM au Mali. Coopération sud-sud. Voilà. Et puis, il y a la sécurité maritime, très importante pour un pays côtier. Une nouvelle vedette de patrouille a été mise à l'eau à Comsar pour la marine marchande, pour mieux surveiller les côtes conformément aux engagements régionaux. Tout ça, les grands projets, l'économie, les infrastructures, c'est bien sûr fondamental. Mais le développement, c'est aussi l'humain, le social, l'éducation, la culture. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? C'est un point absolument essentiel, vous avez raison. Et là aussi, il y a des choses à noter. Par exemple, dans l'éducation, le projet PREPEF, pour le préscolaire, vient de se terminer. PREPEF, c'était sur combien de temps et avec quels résultats? Ça a duré 4 ans, avec l'appui de la Banque mondiale. Et les résultats sont concrets. 566 classes de maternelle équipées en matériel pédagogique, jeux, kits sanitaires. Ça a touché plus de 18 000 enfants de moins de 5 ans. 18 000 enfants, c'est énorme. Oui, et surtout, plus de 1000 animateurs et animatrices ont été formés pour s'occuper de ces tout-petits. Investir dans la petite enfance comme ça, c'est vraiment préparer l'avenir. Et pour les plus grands, pour les lycéens? Alors, le CNT est en train d'examiner un projet pour construire 20 nouveaux lycées. Il y a un vrai besoin d'infrastructures pour accueillir tous les élèves. Au-delà des murs des écoles, il y a aussi des initiatives sur le civisme, la citoyenneté. Oui, on a vu par exemple la mairie de Ratoma
à Conakry, lancé une initiative pour distribuer un guide sur le civisme et la morale dans les écoles primaires. Intéressant comme démarche locale. Oui, pour rappeler les bases du vivre ensemble dès le plus jeune âge. Et dans un autre registre, l'Académie des sciences de Guinée a organisé ses premières journées scientifiques. Avec quel thème? L'accent était mis sur la promotion des langues nationales et de la culture guinéenne dans la recherche scientifique. C'est une façon de connecter la science aux réalités du pays. C'est important. Et tous ces efforts dans l'éducation, ils trouvent un écho dans le domaine culturel aussi, hein. J'ai entendu parler d'un événement assez symbolique. Ah oui, vous pensez sans doute à la paillote, la pose de la première pierre pour sa reconstruction à Dixine. Exactement. C'est un lieu chargé d'histoire, non? Oh oui, un lieu mythique pour la musique guinéenne, africaine même. Le Bembea Jazz, Kélétigui, le Roya Band, les plus grands y sont passés. Sa disparition avait laissé un vide immense. Et comment est financée cette reconstruction? Quelle sera la nouvelle paillote? Alors, le financement vient du programme Simandou 2040 de son volet éducation-culture. C'est intéressant ce lien d'ailleurs. Ah oui, Simandou finance aussi la culture. Apparemment, oui. Et la nouvelle paillote, l'ambition, c'est d'en faire un espace moderne, polyvalent. Salle de spectacle, bien sûr, mais aussi des résidences d'artistes, un musée, des studios. Un vrai pôle culturel pour faire le lien entre les générations. La cérémonie était d'ailleurs très émouvante, avec beaucoup de monde. Livraison prévue dans 8 mois, si tout va bien. Un beau symbole de renaissance. D'autres choses à signaler côté culture ou solidarité? On peut mentionner la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, où la RTG a mis en avant ses efforts pour numériser et préserver ses archives. Et puis, un geste de solidarité. La fondation Dupont, Children for Charity, qui a fait un don de fournitures scolaires à un orphelinat de Conakry. Ce sont des petites choses, mais qui comptent. Bien sûr. Ces actions sociales et culturelles, elles s'inscrivent aussi dans un contexte de santé publique qui reste un défi permanent. Tout à fait. La lutte contre le cancer, par exemple, a été très visible avec Octobre Rose. Le cancer du sein, du col de l'utérus. On a vu une vraie mobilisation. Ministère, marche, médias comme la RTG, la sortie d'un livre de témoignages. Une approche sur plusieurs fronts. Oui, c'est nécessaire face à ce type de maladie. Et en termes d'équipement de santé, il y a eu l'inauguration par le Premier ministre d'une centrale à oxygène à l'hôpital régional de Boké. C'est crucial d'avoir de l'oxygène médical disponible sur place, surtout loin de Conakry. C'est un progrès concret, mais il reste des défis. J'ai entendu parler de problèmes de moustiques à Conakry. Oui, c'est une préoccupation qui revient souvent, surtout après les pluies, avec la crainte d'une hausse du paludisme qui reste malheureusement une cause majeure de maladies et de décès ici. La lutte contre les moustiques, c'est un combat continu. Pour finir ce tour d'horizon assez complet, est-ce qu'on voit des efforts pour mieux organiser certains secteurs économiques ou pour renforcer la cohésion sociale? Oui, quelques exemples pour illustrer. À Zérékoré, il y a eu une concertation des acteurs de l'élevage bétail, viande, porc, pour essayer de créer des interprofessions. Des interprofessions, c'est-à-dire... Men, il y a eu la Semaine du soldat à Conakry, avec une marche civilo-militaire pour renforcer les liens armée-nation. D'accord. Et enfin, une formation sur les partenariats publics-privés, les fameux PPP, a été donnée au ministère de l'Industrie et des PME. C'est un outil financier qui peut être utile pour certains grands projets. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on voit une Guinée vraiment en mouvement, n'est-ce pas? Oui, clairement. Une effervescence, comme vous disiez au début. La transition politique qui avance avec une date clé. L'économie avec des projets structurants qui prennent forme. Énergie, mines, infrastructures, pêche. Et cette volonté de transformer localement. Et sans oublier le social, l'éducatif, le culturel. Exactement. L'éducation, la santé, la culture, la cohésion. Tout ça bouge aussi. C'est vraiment un pays en chantier sur de multiples aspects. Une période de changement intense et tout est lié finalement. La grande question qui reste peut-être, au-delà de toutes ces annonces, de tous ces projets, c'est quel impact réel tout cela a ou aura-t-il sur la vie de tous les jours des Guinéens ? Oui, comment est-ce que cette grande mosaïque d'actions, de politiques, de chantiers, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le vécu quotidien? Et quelle vision d'avenir ça dessine pour le pays? C'est sans doute ça l'enjeu principal. Une réflexion essentielle en effet pour accompagner cette période. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion avec nous et à très bientôt.
bienvenue à l'échange. Alors, la Guinée, on peut dire qu'elle traverse une phase vraiment décisive en ce moment. D'un côté, une transition politique en cours, active, avec maintenant une échéance électorale qui est fixée. Et puis, en parallèle, on voit un foisonnement de grands projets de développement lancés un peu partout dans le pays. C'est une période d'intense activité, c'est sûr, mais ça soulève aussi pas mal de questions. Oui, tout à fait. Et la question qui émerge assez naturellement de tout ce qu'on entend, de toutes les informations récentes, c'est est-ce que cette stratégie qui combine finalement un développement, on va dire, accéléré, mené par les autorités actuelles, et puis cette transition politique dont on commence à voir les contours, est-ce que c'est vraiment ça, la voie la plus sûre pour amener une stabilité et une prospérité, disons, durable pour la Guinée? C'est exactement ça, le nœud de notre discussion aujourd'hui. De mon côté, je vais défendre l'idée que cette approche, qu'on peut qualifier de pragmatique, qui met vraiment l'accent sur des réalisations concrètes, des choses visibles, et qui, il faut le dire, semble trouver un écho favorable chez une partie de la population, eh bien cette approche est essentielle. Essentielle pour moderniser le pays et puis pour le stabiliser en vue de l'avenir. Hmm. Alors, pour ma part, je reconnais tout à fait, bien sûr, la nécessité, même l'urgence du développement. Personne ne peut nier ça. Mais j'exprimerai quand même des réserves. Des réserves sur la compatibilité de toute cette dynamique avec, disons, les principes démocratiques fondamentaux. Je m'interrogerai sur la soutenabilité, la viabilité à long terme d'un tel modèle pour garantir un développement qui soit vraiment inclusif, partagé et pérenne. Bon, alors, ma perspective, elle s'appuie d'abord sur les nombreux signes tangibles, concrets d'une volonté de progrès. Prenez les infrastructures, par exemple. C'est un besoin criant en Guinée. On le sait. Eh bien, on a la ratification du financement pour la phase 2 du PAEG, le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. Ça doit desservir Mahmoud, Alaba, Pita, Labé et puis aussi 26 autres localités rurales. C'est énorme. Ajoutez à ça la planification d'une centrale thermique 40 mégawatts à Cancan. Ça, ce sont des projets qui changent vraiment la vie quotidienne des gens. Dans un autre secteur, la pêche, on note un investissement majeur, 128 millions de dollars, avec le projet Guinée qui pêche. Et puis bien sûr, le secteur minier qui est stratégique pour le pays. On a vu la réception de matériel pour Simandou 2040, la présentation d'une étude pour une raffinerie par Alufer. Tout ça, ça montre une volonté de transformer la bauxite localement. Pour moi, ces initiatives, elles démontrent une action concrète, déterminée. Oui, oui, ces projets sont indéniablement importants, je ne vais pas dire le contraire, personne ne le conteste d'ailleurs. Mais c'est le contexte politique global qui, moi, me préoccupe. Rappelons quand même que la transition est dirigée par le général Mamadi Doumbouya, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Eh bien, des mobilisations populaires, parfois de très grande ampleur. On l'a vu à Dabola, à Matoto, même à Conakry, qui réclament ouvertement sa candidature à l'élection présidentielle qui est prévue fin 2025. Alors, comment ne pas y voir une source potentielle de biais? Un biais sérieux dans le processus électoral à venir. Ça crée une ambiguïté qui est fondamentale à mon sens. Celui qui est censé garantir la neutralité de la transition, c'est aussi celui qu'on pousse activement à y participer comme candidat. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de conflit d'intérêts majeur pour la crédibilité démocratique de tout le processus? Je comprends l'occupation, sincèrement, mais je pense qu'il faut aussi regarder l'ensemble des actions qui sont menées. Au-delà des seules infrastructures, il y a une vraie dynamique économique et sociale qui se met en place. Le Premier ministre, Amadou Riba, a lancé le Guinée Business Forum. L'objectif, c'est clair, stimuler les réformes économiques. L'agence de notation Standard & Poor's, elle a attribué une note inaugurale B+, à la Guinée. Ce n'est pas rien, ça, comme signal pour les investisseurs internationaux. Et puis, sur le plan social, regardez la construction annoncée de 20 lycées, la rénovation très attendue du centre frigorifique de Kenyé pour les acteurs de la pêche, ou encore le projet PREPEF. C'est le projet pour la rénovation et l'extension du préscolaire et de l'enseignement fondamental. Il prévoit d'équiper 566 classes maternelles, de fournir des kits pédagogiques. Tout ça, ça va dans le sens d'une amélioration directe des conditions de vie. N'oublions pas non plus le renforcement des capacités en matière de PPP, les partenariats publics-privés, et la mobilisation de 16 milliards de francs guinéens via le FODA, le Fonds de développement agricole. Alors quant aux mobilisations populaires que vous évoquez, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les interpréter comme l'expression d'un soutien? Un soutien à cette vision, à cette volonté de voir le pays avancer concrètement, après tant d'années d'attente peut-être.
Même la culture d'ailleurs, avec la reconstruction de la paillote ou la célébration du patrimoine audiovisuel, trouve sa place. Cette effervescence, pour moi, c'est le moteur dont le pays a besoin pour sortir de l'ornière. Hmm. L'accumulation de projets, c'est une chose, oui. Mais la qualité du cadre politique et démocratique dans lequel tout ça se fait, c'en est une autre. Et c'est là que le bât blesse, à mon avis. Vous mentionnez des avancées, disons, formelles. La date de l'élection est fixée, 28 décembre 2025. La Cour suprême a mis en place une commission pour examiner les candidatures. La DGE, la Direction générale des élections, forme ses cadres. Bon, ce sont des étapes nécessaires, bien sûr, je le reconnais. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça garantit une compétition électorale qui soit réellement équitable, transparente ? J'en doute fortement, surtout dans ce contexte d'appels répétés insistant à la candidature du chef de la transition lui-même. La rencontre, par exemple, entre le Premier ministre actuel et ses prédécesseurs pour parler de cohésion nationale, c'est un symbole, d'accord, mais quelle est sa portée réelle face à cette pression populaire ? D'ailleurs, on peut légitimement s'interroger sur le degré de spontanéité de cette pression populaire, non ? Le risque, le vrai risque, c'est que l'accent qui est mis sur les réalisations économiques, sur les démonstrations de soutien, serve en fait à légitimer un pouvoir qui par nature n'est pas issu des urnes et par conséquent à marginaliser les voix critiques, les voix alternatives. La question pour moi reste entière. Est-ce que la priorité qui est donnée au développement matériel ne se fait pas finalement au détriment de la construction patiente, nécessaire, d'institutions démocratiques solides, redevables ? Pourtant, ce sont elles le seul gage de stabilité à long terme. Oui, mais est-ce que ce n'est pas là une vision un peu trop dichotomique, trop l'un ou l'autre? Moi, je soutiens que les deux peuvent et même doivent aller de pair, surtout dans le contexte guinéen actuel. Vous pointez du doigt les appels à candidature, d'accord, mais le processus institutionnel, lui, il suit son cours. La date est fixée, la DGE et la Cour suprême travaillent. La rencontre avec les anciens premiers ministres, même si vous dites qu'elle est symbolique, elle indique quand même une recherche de dialogue au sommet. Et puis, plus fondamentalement, je vous pose la question, comment organiser des élections crédibles dans un climat d'instabilité économique et sociale ? C'est difficile, non ? Ces projets, justement, en apportant des réponses concrètes aux besoins des populations, l'électricité, l'éducation, le soutien à la pêche, à l'agriculture, eh bien, ils contribuent à créer un environnement plus apaisé, propice, peut-être, à un débat politique serein et à une participation électorale éclairée. Pour moi, le développement nourrit la stabilité, et c'est cette stabilité qui permet à la démocratie de s'enraciner. Permettez-moi d'insister sur ce point. Comment peut-on parler de climat apaisé et de débat serein quand on voit des marées humaines, c'est le terme qui a été utilisé, comme celles décrites à Matoto, qui sont organisées pour soutenir explicitement la candidature du chef de la transition ? Est-ce que ça ne fausse pas fondamentalement les règles du jeu démocratique avant même le coup d'envoi officiel de la campagne ? Quelle garantie d'équité peut-il y avoir pour d'autres candidats potentiels face à une telle démonstration de force ? Une démonstration qui utilise, même implicitement, les leviers de l'État, soyons clairs. La cohésion nationale affichée lors de la rencontre avec les anciens PM, elle me semble bien fragile face à cette tension évidente. Plutôt qu'un dialogue inclusif, on assiste peut-être, je dis bien peut-être, à une tentative de plébiscite qui cherche à court-circuiter le processus démocratique normal. Puis, cette question de la spontanéité. Quelle est la part de spontanéité réelle dans ces mobilisations ? C'est une question légitime, je crois, quand on est dans un régime de transition militaire. Bon, revenons peut-être à l'impact concret de ce développement, parce que c'est quand même là que ça se mesure pour les citoyens, non ? Le PAEG et la centrale de Cancande, ce ne sont pas juste des chiffres sur du papier. C'est la promesse de lumière dans des foyers ruraux qui en sont privés depuis toujours parfois. Le centre frigorifique de Kénien, réhabilité, ça veut dire moins de pertes pour les pêcheurs, pour les mareyeuses, donc de meilleurs revenus tout simplement. Le projet PPEF, on parle de plus de 18 000 enfants qui auront accès à une éducation préscolaire de meilleure qualité. Former les cadres au PPP, c'est rendre l'administration plus efficace pour monter des projets complexes, des projets dont le pays a besoin. Et quand on parle d'une raffinerie d'allufert, c'est une étape vers une plus grande valeur ajoutée tirée de nos ressources naturelles. C'est un enjeu stratégique majeur. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le président du CNT lui-même, le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement, Dr Dansa Kourouma, a souligné la nécessité d'un suivi rigoureux de ces projets.
Ça montre bien qu'il y a une conscience de l'importance de la bonne gouvernance dans leur mise en œuvre. Certes, l'impact localisé de certains projets est positif, je l'ai dit. Mais essayons d'adopter une perspective un peu plus large. Est-ce que toutes ces initiatives sont bien intégrées dans une vision de développement qui soit véritablement équilibrée, durable, ou bien est-ce qu'on risque, encore une fois, une concentration des bénéfices, que ce soit géographiquement ou socialement parlant? Prenons le projet Simondou. C'est gigantesque, potentiellement transformateur, oui, mais ça renforce aussi notre très très forte dépendance au secteur minier, avec tous les risques que ça comporte. La volatilité des cours mondiaux, les impacts environnementaux, sociaux, qui sont souvent difficiles à maîtriser. Est-ce que la diversification économique, dont on parle tant, est suffisamment prise en compte? De même, la structuration des filières agricoles, comme l'élevage qui a été évoqué à Zéricoré, c'est absolument nécessaire, bien sûr. Mais c'est un travail de longue haleine, ça. Les résultats ne seront pas immédiats. Et ça nécessite une approche très inclusive pour que les petits producteurs en bénéficient réellement. L'étude sur la raffinerie, c'est une bonne nouvelle en soi, mais il faut veiller à ce que ça ne devienne pas juste un autre projet phare, un peu déconnecté des besoins prioritaires d'une majorité de la population. Concernant les mobilisations populaires, je persiste à penser qu'on peut y voir une forme d'expression démocratique. Peut-être moins conventionnelle que le vote, c'est vrai, mais réelle. Quand des foules se rassemblent à Matoto ou que des délégations venues de Dabola et de Conakry demandent explicitement au général Doumbouya de se présenter, pourquoi y voir systématiquement une manipulation ou non? Est-ce qu'on ne peut pas aussi y lire une aspiration sincère, une aspiration à la continuité d'une action qui est jugée positive, une demande de stabilité incarnée par une figure qui semble pour eux avoir engagé le pays sur la voie des réalisations concrètes? C'est à mes yeux une forme de vote de confiance dans la direction actuelle qui est exprimée par une partie, sans doute significative, de la population. L'interprétation est séduisante, je l'admets, mais elle élude un peu la question cruciale du contexte. Dans un régime de transition militaire, où les libertés publiques peuvent être, disons, plus contraintes, où l'espace critique est potentiellement réduit, quelle est la signification réelle de ces démonstrations de masse? Est-ce qu'elles reflètent véritablement l'opinion majoritaire? Ou bien est-ce qu'elles occultent d'autres voix, d'autres aspirations, qui ont peut-être plus de mal à s'exprimer? Une adhésion populaire authentique, elle ne se mesure pas seulement à l'aune des acclamations, même si elles sont nombreuses et organisées. Elle se mesure aussi, et peut-être surtout, à la vitalité du débat contradictoire, à la capacité de la société civile, des partis politiques, à jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir, à la liberté de critiquer sans crainte. Promouvoir le civisme à l'école, comme ça a été fait à Ratoma, c'est louable, bien sûr, mais c'est très insuffisant pour garantir un espace démocratique, ouvert, pluraliste, surtout à l'approche d'élections aussi cruciales. Mais en définitive, est-ce qu'il ne faut pas admettre que le développement économique, c'est la condition sine qua non pour ancrer durablement la démocratie? Un État qui peine à fournir les services de base, qui peine à offrir des perspectives économiques à sa jeunesse, comment peut-il espérer une stabilité politique pérenne? C'est difficilement envisageable. La note B+ de Standard & Poor's, l'élan du Guinée Business Forum, les investissements massifs dans les infrastructures Simandou, à l'UFER, l'énergie, la pêche, tout ça vise précisément à créer cette base matérielle indispensable. C'est en améliorant concrètement le quotidien des Guinéens qu'on renforce leur adhésion au projet national et qu'on donne du sens aussi à la participation politique. Même la reconstruction de lieux culturels comme la Paillote, ça s'inscrit dans cette logique. Le développement, c'est un tout, c'est matériel et c'est immatériel. Je ne peux pas souscrire totalement à cette idée d'une primauté absolue de l'économique sur le politique. L'histoire récente, y compris sur notre continent, en Afrique, nous offre malheureusement de nombreux contre-exemples. Des pays qui ont connu une croissance économique notable, parfois impressionnante, sans pour autant consolider leurs institutions démocratiques. Eh bien, souvent, cette prospérité est restée fragile, elle est restée inégalement répartie, et elle a fini par être menacée par l'absence d'un état de droit solide, par l'absence de mécanismes de redevabilité efficaces. La focalisation actuelle sur la ratification des accords de financement par le CNT ou sur le lancement de projets, elle est compréhensible, vu l'urgence des besoins, je le répète. Mais elle ne doit en aucun cas faire oublier l'impératif parallèle, qui est tout aussi crucial. Celui de renforcer la transparence de la gestion publique, l'indépendance de la justice, le rôle des contre-pouvoirs et, au fond, la confiance des citoyens dans des institutions qui soient impartiales et au service de tous. La sécurité, d'ailleurs, qu'elle soit maritime avec l'acquisition d'une nouvelle vedette ou qu'elle soit plus globale, elle ne repose pas seulement sur la force. Elle repose aussi, et peut-être surtout, sur la légitimité et l'équité du système politique.
trouver cet équilibre, voilà le défi majeur. Pour conclure, Ourgenin tient que la Guinée s'est engagée sur une voie qui est volontariste, pragmatique et qui était indispensable pour rattraper un retard historique. Les multiples projets lancés dans des secteurs clés, combinés à ce qu'on perçoit comme un soutien populaire manifeste, indiquent une volonté de rupture avec le passé et une réelle aspiration au progrès tangible. La réussite de la transition, selon moi, dépendra de la capacité à concrétiser ces promesses de développement tout en menant à bien le processus électoral qui a été annoncé. C'est ce qui offrira une perspective crédible de stabilité et d'amélioration des conditions de vie. De mon côté, et pour résumer ma pensée, si les efforts de développement sont réels et nécessaires, je le redis, je souligne que la trajectoire politique actuelle, elle recèle des ambiguïtés et des risques importants pour l'avenir démocratique du pays. La concentration du pouvoir, les questions qui pèsent sur l'impartialité du processus électoral, la nature même des mobilisations populaires, tout cela exige une vigilance constante. Il est absolument crucial de s'assurer que les bénéfices économiques soient largement partagés, oui, mais surtout que la transition débouche sur des institutions démocratiques solides et sur un jeu politique qui soit véritablement ouvert, crédible et équitable pour tous les acteurs. Bon, il est clair que la situation guinéenne actuelle incarne bien cette tension complexe entre l'urgence du développement matériel et l'impératif de la construction démocratique. Les informations dont nous disposons, elles dessinent un paysage qui est riche en défis, c'est certain, mais aussi riche en potentiel. Absolument. Et cet échange, je crois, montre bien qu'il n'y a pas de réponse simple, pas de vérité unique. L'analyse des faits, de leurs implications, doit se poursuivre à la lumière des différentes perspectives que nous avons pu explorer aujourd'hui. Il reste, sans aucun doute, encore beaucoup à décrypter, beaucoup à comprendre dans cette phase qui est si cruciale pour l'avenir de la Guinée.